oui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Jacinthe Dion. Je suis professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au département de psychologie et également psychologue. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des violences sexuelles en contexte universitaire. Qu'en est-il chez les étudiants autochtones? Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui, bien sûr, je vais aborder rapidement les violences sexuelles en milieu universitaire. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent bien le sujet, là, étant donné votre intérêt, j'imagine, pour les conférences de la chaire de Manon. Donc, parler aussi du contexte autochtone, pour moi, c'est important. Ça va permettre de mieux comprendre ensuite peut-être les résultats qu'on obtient. Et donc, je vais présenter l'étude et bien sûr, on va discuter de tout ça à la fin. Donc, d'abord, en fait, j'aime toujours montrer ça, cette image-là, pour montrer que les violences sexuelles en milieu universitaire, c'est pas nécessairement un problème nouveau. On en parle depuis longtemps. Mais c'est sûr que maintenant, on en parle davantage et tant mieux parce que je pense qu'il y a une plus grande conscientisation, justement, peut-être avec la chaire de Manon, la nouvelle loi est plus si nouvelle. Maintenant, ça fait quelques années déjà, la loi contre les violences sexuelles en milieu universitaire et aussi au collégial. Je pense que ça a aidé à ce que ce problème-là soit de plus en plus mis de l'avant pour qu'on puisse peut-être un jour l'enrayer complètement. Donc, bon, j'ai mis quelques images ici pour montrer que c'est un sujet qui est encore d'actualité puis qu'on en parle maintenant beaucoup. Plus concrètement, la violence sexuelle en milieu universitaire, là, je l'ai appelée VSMU ici parce que, bon, au lieu de le réécrire à chaque fois, mais en gros, selon les études, on peut dire que c'est jusqu'à 45 des femmes ou 32 des hommes qui vont rapporter des événements, des expériences de violence sexuelle subies là, en milieu universitaire. Quand je parle de milieu universitaire, c'est pas nécessairement dans l'université, mais que ça concerne deux personnes reliées à l'université. Donc, ça peut être deux étudiants dans le cadre d'un party, comme ça pourrait être un employé d'université avec un étudiant, deux employés. Donc, vraiment, quand c'est en contexte universitaire concernant les personnes font partie du milieu universitaire. C'est le plus souvent le cas, et on le sait, je pense, ou en tout cas, sinon, je l'apprends aujourd'hui. Le plus souvent, les agresseurs, c'est des personnes connues, des personnes qui rapportent ces expériences-là de violence sexuelle. Et bien sûr, ça a de nombreuses conséquences. J'embarquerai pas dans tout ça, mais on sait que ça a des conséquences sur la santé physique, santé psychologique comme la dépression, les symptômes de stress post-traumatique, l'anxiété. Et bien sûr, sur le cheminement scolaire. Là, on est dans un contexte de milieu universitaire, donc on peut penser que pour des étudiants qui vont, par exemple, dans des cours à l'université, ils sont agressés, tout ça, bien ensuite, ils doivent continuer de suivre les cours ou même, parfois, ça peut mener à de l'abandon des cours. Donc, ça a plusieurs conséquences. Donc, ça, c'est pour le volet violence sexuelle en milieu universitaire. Maintenant, je vais aborder le contexte autochtone. On en parle aussi de plus en plus dans les maisons. On veut reconnaître les peuples autochtones au Québec, au Canada, leur faire plus de place. Il y a aussi eu les événements, là, la mort de Joyce Echaquan il y a quelques années, en lien avec le racisme systémique dont elle a été victime, si on peut dire. Les enfants de la DPJ qui sont surreprésentés chez les enfants autochtones. Les femmes et les filles qui sont tuées et enlevées. Il y a souvent des nouvelles de ça, puis même des fois, on n'en entend pas assez parler. Donc, il y a beaucoup de problématiques là, chez les peuples autochtones que j'aimerais ça qu'on garde en tête quand on va parler des résultats là, dans quelques instants par rapport à la violence sexuelle en milieu universitaire. J'aime toujours ça par un petit peu de terminologie. Là. Peut-être que plusieurs d'entre vous sont au courant de ça, mais d'autres non. Donc, pour moi, c'est important de parler un peu de terminologie quand j'aborde les peuples autochtones. En fait, les peuples autochtones, on pourrait dire que c'est les premiers peuples d'Amérique du Nord et leurs descendants, qu'on distingue en trois catégories. Si on veut, les Premières Nations, qu'on a appelées Indiens, Amérindiens. Maintenant, il est plus adéquat de parler de Premières Nations. Qui font partie, dans le fond, des Autochtones. Il y a les personnes métisses, qui sont des personnes d'ascendance mixte, qui ont à la fois des ancêtres européens et issus d'une Première Nation. Et les Inuits, qui sont les Autochtones qui vivent dans le Grand Nord. Et au Québec, on a 10 nations, les Premières Nations, dans le fond, ou 10 nations amérindiennes, qui est le terme utilisé là, au Québec, mais comme je dis qu'on sait mieux dire Premières Nations, j'ai changé de terme, sont réparties dans 55 communautés, donc on peut les voir un peu sur la carte, là. Je ne commencerai pas à toutes les nommer, inquiétez-vous pas, mais c'est pour que vous sachiez qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a une nation inuit
Et en fait, c'est 14 villages nordiques qui se retrouvent là, dans le nord du Québec. C'est environ 1% de la population là, au Québec qui sont des personnes autochtones. Dans le Canada, il y a peut-être, on dit 3 à 4% là, de personnes autochtones dans le Canada, mais au Québec, ça serait environ 1%, selon les dernières données là, de Statistique Canada. Maintenant, un peu d'histoire par rapport à ces peuples autochtones. En fait, il y a eu la loi il y a eu beaucoup plus, là, on pourrait faire 45 heures seulement là-dessus, puis peut-être que d'autres personnes ici qui connaissent le domaine pourraient dire que j'ai pas tout nommé ou pas de la bonne façon, mais en tout cas, je suis vraiment ouverte, puis c'est juste pour donner un petit aperçu, en fait. Donc, il y a eu la loi sur les Indiens, entre autres, qui, elle, a amené plusieurs conséquences, je devrais dire plusieurs choses qui sont arrivées qui peuvent être liées à ça, notamment les pensionnats. Je vais y revenir. Le placement des enfants, ou ce qu'on a connu le 60s Scoop, ou la rafle des années 60, et plusieurs autres violences colonialistes qui ont eu lieu. Donc, il y a eu plusieurs événements au cours de l'histoire, des événements que j'appellerais de traumatisme. Et entre autres, les pensionnats qui, eux, ont vraiment eu beaucoup d'impact. Il y a la série là, Flora, il y a d'autres documentaires, tout ça. Donc, je vous invite, ceux que ça intéresse, là, à aller regarder ça. Je pense que c'est vraiment intéressant. Mais pour que vous sachiez rapidement, c'est qu'il y en a eu 130 au Canada de 1880, donc un peu après le début de la loi sur les Indiens, à 1996, le dernier qui a fermé ses portes. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que c'est terminé. Plus de 150 000 enfants les ont fréquentés. Ça a été mis sur pied par le gouvernement canadien, les autres gouvernements des provinces aussi, en collaboration avec les églises. Et le but, c'était d'assimiler les peuples autochtones pour qu'ils deviennent canadiens au sens des Canadiens de cette époque-là. Donc, c'était vraiment obligé de fréquenter ces pensionnats-là. On me raconte des histoires, par exemple, il y a un avion qui arrivait ou des trains, dépendamment où la communauté autochtone elle est. Ils prenaient tous les enfants en début d'année scolaire puis ils les amenaient dans des pensionnats. Donc, vous pouvez vous imaginer une communauté autochtone où pour eux, les enfants, c'est la richesse, tout est orienté vers les enfants. Puis là, tout d'un coup, il n'y en a plus dans les communautés. On dit qu'aujourd'hui, il y aurait 20% des Autochtones qui auraient fréquenté les pensionnats pour une moyenne d'environ 5 ans. Donc, souvent, c'était de septembre à juin. Des fois, il y avait des vacances dans le temps de Noël, des fois non, dépendamment, en fait, où était situé le pensionnat par rapport aux communautés. Et plus de 40% des 60 ans et plus des personnes autochtones ont fréquenté les pensionnats. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Dans ces pensionnats-là, on manque de nourriture, manque de vêtements convenables, surpeuplement, dormait dans des dortoirs. Les installations étaient inappropriées. Il y a eu des cas de grippe, de tuberculose, donc beaucoup de morts aussi là, par rapport à ces maladies-là. De la maltraitance a été vraiment documentée. Il y a eu la commission de vérité et de réconciliation, le rapport de 2015 qui peut être vraiment important là, à cet effet-là, s'il y en a qui veulent aller lire là-dessus. Puis toutes ces conséquences-là ici, ça amène vraiment plein de conséquences au plan psychologique, de la santé sexuelle et physique, plan relationnel, au plan économique. Bon, économique, je parle d'hospitalisation, conditions médicales, l'absentéisme au travail. Mais bon, par rapport psychologique et les autres, je les nommerai pas tous, mais on peut penser aux troubles de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété, des dépendances à l'alcool, aux drogues, aux jeux, qui ont aussi été documentées comme conséquence, si on veut, de la fréquentation des pensionnats. Beaucoup de conflits, de suicides, tentatives de suicide. Donc, mais vous imaginez aussi pour ces enfants-là qui ont fréquenté les parents, ces enfants-là qui ont fréquenté, pardon, les pensionnats, n'ont pas connu c'était quoi avoir des parents aimants, bienveillants, tout ça. Et ensuite, ces jeunes-là qui ont vécu des traumatismes dans les pensionnats deviennent parents, ne savent pas comment être parents. Donc, il y a aussi une transmission là, des difficultés là, à travers le temps. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de traumatisme historique, dans le fond, parce que ça a sérieusement perturbé la culture autochtone, parce que vous pouvez imaginer qu'on enlève les enfants d'une communauté. Les parents, vous imaginez, là, on vous enlève votre enfant, puis on vous dit que c'est pour leur bien, qu'on va les former. Puis je pense que plusieurs parents, en tout cas certains m'ont raconté qu'on ne peut pas penser qu'on ferait ça à leurs enfants. C'était comme un peu, on ne pouvait pas croire que ça pouvait arriver. Puis en même temps, on leur disait qu'il n'y avait pas le choix de faire ça, puis c'était comme ça, puis c'était la loi. Donc, vous pouvez vous imaginer tout ce que ça a pu créer là, chez les peuples autochtones. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai abordé en quelques minutes, mais il y en a tout plein d'autres. S'il y en a que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller lire là-dessus.
toute la colonisation, bien sûr, qu'on a tassé hein, les Autochtones dans des réserves, qu'on appelle maintenant plus communautés. L'arabe des années 60, où là, on a beaucoup retiré des enfants. Donc, quand les enfants autochtones naissaient, on les retirait, puis on les plaçait dans d'autres familles canadiennes, mais même dans des familles aux États-Unis. Puis je dis plaçais, mais même c'était de l'adoption souvent en Europe et tout ça. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant comme ça. Il y a eu plusieurs décès aussi, de suicides, des homicides, des accidents reliés à l'alcool, plusieurs épidémies aussi dans ces communautés-là. Il y a même encore des communautés en ce moment au Canada où ils n'ont pas l'électricité. Donc, vous pouvez vous imaginer là, qu'on est au Canada. Donc, les traumatismes historiques seraient à la base de nombreux problèmes sociaux présents aujourd'hui dans les communautés. Et la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, puis plusieurs auteurs parlent maintenant de génocide pour parler de tous ces traumatismes-là historiques qui ont eu lieu au cours des années. Donc, aujourd'hui, plusieurs difficultés rencontrées, donc la transmission intergénérationnelle des traumas, la dépendance, problèmes de santé, pauvreté et encore aujourd'hui beaucoup de violences, malheureusement. Donc, mais là, c'est sûr que j'ai l'air de dresser vraiment un portrait sombre, mais on va y arriver là, vers la fin. Il y a quand même du positif. Moi, j'en reviens pas quand même de la résilience que ces peuples-là font. On démontre toute la richesse de leur culture. Donc, vraiment, il y a vraiment aussi beaucoup de positifs malgré tout ce qu'ils ont vécu. Donc, je tiens quand même à le mentionner, mais si je parle de toutes ces difficultés-là aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre. Des fois, c'est ça, pour mieux comprendre ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui, ces personnes-là. Donc voilà, par exemple, pour les violences, si on en vient maintenant aux violences sexuelles, on avait fait en 2009, ça fait déjà longtemps, une recension systématique des écrits où on avait estimé qu'entre 25 et 50 des Autochtones auraient été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. Et bien sûr, un taux plus élevé chez les femmes. Et si on compare ça aux données actuelles au Québec, au Canada, aux États-Unis, on dit souvent que c'est 15 à 22 des femmes et 8 à 10 des hommes dans la population générale. Donc, on peut voir que les personnes autochtones rapportent plus souvent à avoir été victimes, ils vont vivre plus souvent des violences sexuelles comparativement aux allochtones. Donc, quand je dis allochtones, c'est pour dire le non-autochtone. Et quand ils sont victimes, après, ça peut être difficile pour ces personnes-là de rechercher de l'aide parce que plusieurs barrières historiques, raciales, culturelles et linguistiques qui peuvent empêcher l'accès aux services. Il y en a qui ont peu de connaissances des services existants. Puis pour les personnes qui vivent en communauté, il y a aussi moins de services. Il y a aussi une méfiance parfois à l'égard des services parce que il y a des intervenants qui manquent de connaissances sur la culture. Je pense que ça s'améliore en ce moment avec tout ce qu'on a là-dessus, là, heureusement. Et des fois, il y en a qui rapportent des expériences inappropriées chez les intervenants, donc des intervenants qui auraient eu des comportements empreints de racisme, de jugement. On a juste à penser à ce qui s'est passé avec Joyce et Chacoan il y a quelques années à Joliette. C'est encore présent malheureusement. Et aussi, avec toute la rave des années 60, le fait que les enfants sont surreprésentés dans la DPJ, ben c'est sûr qu'ils ont peur aussi du retrait puis du placement de leurs enfants. Donc, c'est sûr que ça amène une méfiance aussi à l'égard des services. Et peut-être qu'il y a aussi un manque de connaissances sur c'est quoi de la violence ou une normalisation de la violence, étant donné qu'il peut y en avoir beaucoup. Donc maintenant, là, j'ai parlé un peu de violence sexuelle universitaire, le contexte autochtone. Donc, ça m'amène maintenant à combiner ça un peu, à combiner les deux ensemble. Si on regarde par rapport à l'université, on sait que 11 de la population autochtone qui détient un diplôme universitaire, comparativement à 27 de la population allochtone, selon Statistique Canada. Et si on regarde dans une université, les étudiants autochtones seraient environ 1,5 des étudiants dans les universités là, au Canada. Donc voilà. Mais pourtant, on sait que l'accès à l'université, à l'éducation, c'est important parce que l'éducation permet de réduire des difficultés au plan social, économique, culturel et tout ça. Et ça amène aussi le développement socio-économique, la cohésion sociale. Donc, la fréquentation à l'université, ça peut être très positif. Malheureusement, il y a peut-être plus de difficultés ou de barrières pour les étudiants autochtones à commencer à aller à l'université. Pourquoi? Ben en fait, on peut penser que ça peut demander une énergie considérable aux étudiants
qui ont... Oups, excusez, mon téléphone qui sonne, c'est bien bizarre. Donc, c'est ça, ça peut demander une énergie considérable pour les étudiants autochtones qui ont été exposés à des traumatismes de fréquenter l'université. Ça peut réactiver des traumas ou même ils essaient peut-être de dissimuler des réactions post-traumatiques tout en essayant d'aller à l'école, d'aller à l'université avec tout un bagage qui est derrière et de partir d'une communauté éloignée, venir en ville étudier, ça aussi, ça amène plusieurs difficultés. Puis ils peuvent naviguer des fois dans un contexte social d'oppression, de violence, peuvent être victimes d'intimidation, de violence, de rumeurs et donc de racisme, ce qui peut nuire aussi à leur réussite scolaire. Donc, une histoire traumatisante, dans le fond, qui est ancrée dans un contexte colonialiste, parce que oui, on est encore là-dedans, malheureusement. Donc, ça peut soulever des questions concernant les expériences des peuples autochtones là, qui fréquentent l'université. Il y a eu très, très, très peu d'études concernant les violences sexuelles en milieu universitaire chez les étudiants et étudiantes autochtones. Il y a une grande étude quand même canadienne qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps auprès de plus de 14 000 étudiants ou étudiantes en milieu d'enseignement postsecondaire. Et eux avaient obtenu qu'il n'y avait pas de différence dans les taux de violence. Donc, il y avait 39 d'étudiants autochtones puis 45 d'étudiants non autochtones qui rapportaient là, avoir subi des violences sexuelles. Donc, puis ça, c'était pas significatif au plan statistique, ce qui veut dire en gros qu'il n'y avait pas nécessairement de différence. Mais il y a d'autres études qui ont été réalisées en campus universitaire canadien qui n'étaient pas nécessairement axées là, sur la violence sexuelle, mais qui ont montré, par exemple, que les personnes autochtones étaient surreprésentées parmi les victimes de crimes haineux, puis étaient confrontées à des taux de discrimination raciale plus élevés que les autres étudiants. Donc, il y a quand même certaines violences que ces personnes-là peuvent subir, malheureusement. Ce qui nous amène à se demander au Québec, dans les universités du Québec, qu'est-ce qui se passe pour les étudiants et étudiantes autochtones. Donc, on a utilisé les données de l'enquête SIMU que vous connaissez sans doute, réalisée là, avec Manon Bergeron et plusieurs co-chercheurs là, au Québec de plusieurs universités, qui était une première initiative là, à ce moment-là au Québec. Et donc, on a pris ces données-là, puis on a voulu examiner les violences sexuelles chez les étudiants et étudiantes autochtones et aussi documenter leurs expériences de violences sexuelles. Donc, les questionnaires ont été passés dans plusieurs universités du Québec, vous pouvez voir ici à l'écran. Puis il y a plusieurs aussi collaborateurs là, qui ont participé à cette étude-là. Nous, on a au-dessus de 9 000 participants. Nous, on s'est concentré sur les étudiants et étudiantes autochtones. Donc, ce qui nous a donné, en fait, on a pris la population étudiante. Donc, on avait 5 627 participants. Et dans cette population-là, il y en avait 151 donc, qui étaient autochtones, donc 2,7 Donc, on a un peu plus que le 1 là, ou 1,5 Donc, peut-être que plusieurs autochtones qui ont complété, tant mieux. Mais même à ça, bon, on n'a que 151 mais c'est quand même suffisant pour pouvoir examiner la violence sexuelle. Dans cet échantillon-là, on avait 65 qui étaient âgés entre 18 et 25 ans, et puis la majorité, là, 67 qui étaient dans un programme de premier cycle. Les autres étant dans un programme de deuxième, troisième cycle. On a passé plusieurs questionnaires pour documenter la violence sexuelle. Donc, quand je parle de violence sexuelle, on a mesuré le harcèlement sexuel, la coercition sexuelle et les comportements sexuels non désirés avec ou sans contact. On a voulu aussi documenter le contexte de violence, de dévoilement et la présence de répercussions par rapport à cette violence-là et bien sûr le trouble de stress post-traumatique. Maintenant, les résultats. En fait, ce qu'on se rend compte parmi ces résultats-là, c'est que 36 des Autochtones ont rapporté avoir vécu au moins une forme de violence sexuelle en milieu universitaire dans les 12 derniers mois, par rapport à 26 là, des étudiants non autochtones ou des étudiants allochtones. Et si on regarde depuis le début, depuis qu'ils sont à l'université, 43 chez les Autochtones et 34 chez les non-autochtones. Donc, on peut penser que les personnes autochtones vivent un peu plus de violences sexuelles, malheureusement. Ensuite de ça, ça a compliqué. Parfait. Donc, maintenant, par rapport aux formes, en fait, ce qui distingue les deux populations, c'est vraiment le harcèlement sexuel. Donc, les peuples autochtones, les étudiants et étudiantes autochtones vivent plus de harcèlement, donc autour de 40 par rapport à 24
peu près % chez les personnes allochtones. Donc, c'est vraiment ce qui distingue. Pour les autres formes, là, les comportements sexuels non désirés, sans contact ou avec contact, ou la coercition sexuelle, c'est pas mal similaire, les taux. Et quand on regarde ceux qui ont vécu 2 formes ou plus, on a une tendance qui est observée. Donc, tendance, c'est que c'est pas significatif pour, là, je parle en tout cas en termes statistiques, à 0,05, mais à 0,10. Donc, c'est près du seuil de signification. Donc, il en vivrait un peu plus quand on combine les formes. Maintenant, on a voulu aussi regarder le contexte dans les 12 derniers mois. Où est-ce que ça s'est passé ces incidents-là de violence sexuelle? En fait, il n'y a pas de différence entre les Autochtones et les Allochtones. Ça se passe au travail, dans les activités sociales, beaucoup, beaucoup, et aussi en contexte virtuel. Donc, puis je me demande si même aujourd'hui, là, quelques années plus tard, si c'est pas encore plus s'il n'y en a pas encore plus en contexte virtuel, étant donné la présence encore plus fréquente là, dans des médias sociaux, dans la vie des étudiants et étudiantes. Chez les agresseurs, ben, plus souvent des hommes. Ça aussi, il n'y a pas de différence entre les deux populations. Donc, plus souvent chez les hommes et plus souvent, c'est de statut égal. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple 2 étudiants de premier cycle, par exemple 2 employés, donc qui ont un même statut dans l'université, mais aussi de statut supérieur, ça arrive là quand même souvent, et un peu moins par rapport au statut inférieur. Donc, par exemple, un étudiant de 3e cycle qui est victime d'un étudiant de 1er cycle, par exemple. Donc, c'est ce que ça veut dire, là, le statut. Maintenant, on a voulu regarder, est-ce qu'il y a des facteurs associés à la violence sexuelle quand on combine plusieurs facteurs de risque là, connus de la violence sexuelle en milieu universitaire chez les étudiants et les étudiantes. Donc, on a regardé dans les 12 derniers mois et ce qu'on a vu, c'est que le statut autochtone était relié, donc 1,5. Ça veut dire que si on le rapporte là, de façon plus vulgarisée, ça voudrait dire que les étudiants et étudiantes autochtones seraient 1,5 fois plus à risque d'être victimes de violences sexuelles en milieu universitaire comparé aux autres. Et bien sûr, être femme, c'est un autre facteur de risque significatif. Être de minorité sexuelle. Tantôt, j'en ai pas parlé, je parlais de taux chez les femmes, chez les hommes. Mais bien sûr, les personnes de minorité sexuelle sont aussi plus à risque et c'est ce qu'on retrouve dans nos résultats. Les personnes qui présentent un handicap, les étudiants de premier cycle universitaire. Et on a regardé aussi le fait d'avoir subi de la violence sexuelle, que ce soit avant 18 ans, là, donc dans l'enfance, ou après 18 ans à l'âge adulte. Et on se rend compte également que c'est un autre facteur de risque. Dans le fond, c'est comme, on pourrait l'expliquer un peu comme de la revictimisation, donc d'avoir été victime dans un autre contexte pour amener de la revictimisation à l'université, là, en contexte universitaire. Donc, puis bon, j'ai pas présenté tous les autres résultats. Il y en a qui s'intéressent, là, j'ai fait un lien là, vers l'article là, qui a été publié en lien avec ces résultats-là parce que je voulais pas vous ennuyer avec plein de chiffres. Là. Je voulais qu'on passe plus de temps à discuter de tout ça puis à regarder là, les résultats ensemble. Mais quand on regardait d'autres facteurs, quand on regardait la violence là, en tout temps, là, depuis le début, bon, le statut autochtone ne ressortait pas, mais toutes les autres caractéristiques, ils ressortaient quand même. Ce qui va m'amener, là, je le mentionne maintenant, ça va amener certains points là, de discussion dans quelques instants. Donc, ce qu'on se rend compte de tout ça, là, de façon globale, peu importe le statut qu'on peut avoir, ce qu'on voit, puis c'est ce que toutes les données montrent, ce qu'on voit dans les médias, les violences sexuelles en milieu universitaire, c'est pas isolé. Il y en a malheureusement trop, beaucoup trop. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'être étudiant autochtone ou étudiante autochtone, ça semble accroître le risque, notamment pour le harcèlement sexuel, là, surtout. Ça aussi, je vais y revenir. Mais il y a d'autres groupes à risque aussi. Faut également penser à ça. Puis on peut penser aussi qu'il y a une intersectionnalité là, dans tout ça. Par exemple, d'être une femme autochtone doit augmenter encore plus le risque que donc ou une femme autochtone qui a un handicap et tout ça. Donc, il faut penser aussi à tout ça peut-être là, dans l'intervention, puis quand on intervient là, dans ces situations-là, puis aussi dans la prévention et la revictimisation là, que j'ai mentionné tantôt. En ce qui a trait au harcèlement sexuel, c'était vraiment très prévalent chez les étudiants autochtones en comparaison des allochtones. On peut se demander si c'est relié au racisme ou à la discrimination auxquelles les étudiants autochtones sont plus souvent confrontés à l'université. Donc, est-ce qu'il y aura un lien avec ça? Je pense qu'il y a des études futures qui seraient importantes à réaliser pour mieux comprendre dans quel contexte de violence ou de racisme ou de discrimination que ce harcèlement sexuel-là se produit. On peut se demander aussi si ça
pourrait être vu comme une forme plus subtile d'oppression par rapport à d'autres formes de violence sexuelle qui ont peut-être pas été subies plus fréquemment. Donc, on pourrait se demander, est-ce que c'est utilisé par la culture dominante pour contrôler, pour dominer? Peut-être pas, c'est vraiment juste des hypothèses là, que je nomme ici à ce moment-ci. Puis je pense que ça serait vraiment important là, à examiner dans le cadre d'études futures. Mais néanmoins, peu importe le type, faut penser que ces personnes-là qui sont impliquées continuent de se côtoyer dans le cadre de leur travail ou de leurs études. Donc, c'est vraiment important là, de penser à ça aussi dans l'intervention. En même temps, on a eu des, comme je le mentionnais tantôt, pour certaines formes ou certains contextes, on avait des taux similaires entre les Autochtones et les non-Autochtones. Puis ça m'amène à me demander, est-ce que ça ne pourrait pas étayer la notion, ça c'est une citation là, d'un chercheur, on pourrait dire que les peuples autochtones, c'est des peuples autodéterminés qui ont résisté et qui continuent, et qui continuent de résister activement à la culture du viol. Est-ce que c'est ça qu'on peut voir là par rapport aux autres formes de violence? Mais en même temps, au-delà de cette violence-là, les étudiants et étudiantes autochtones, c'est aussi des praticiens culturels, des défenseurs de leur terre, des gardiens du savoir, des résistants, des éducateurs, des avocats, pas avocats en termes de, j'aurais dû l'écrire autrement, mais je veux dire qui vont défendre leurs droits dans ce sens-là. Donc, puis qui démontrent la résistance. Donc, on peut se demander, comme il y a peu d'étudiants autochtones qui se rendent jusqu'à l'université, ceux qui se sont rendus là, est-ce qu'ils ont un portrait, des caractéristiques différentes en comparaison des autres? Donc, tous ces questionnements-là, je pense que ça serait important là, pour vraiment mieux comprendre là, la violence sexuelle en milieu universitaire chez les peuples autochtones. On peut se demander, là je parle que j'ai parlé comme, bon, c'est peut être des peuples autodéterminés, tout ça, mais est-ce que ça pourrait aussi être notre façon qu'on a continué notre recherche? Je suis consciente qu'on a des billets, puis qu'il y a une méfiance aussi. Donc, est-ce que des étudiants et des étudiants autochtones ont une méfiance envers les institutions d'université et que quand ils ont complété notre sondage, n'ont peut-être pas complété ou répondu ou dévoilé dans le cadre du sondage, peut-être? Est-ce que c'est aussi relié à la réponse sociétale qui est des fois inappropriée chez certaines victimes qui peuvent être empreintes de racisme ou de jugement, comme je le mentionnais là, en début de présentation, ou encore liées à de la normalisation, de la banalisation, ou même de ne pas réaliser peut-être la gravité de la situation. Donc, tout ça qu'il faut se questionner là, par rapport à ces taux-là. Bien sûr, il y a quelques limites à la présente étude, donc l'échantillon de convenance, mais quand même, on a un grand échantillon, ce qui nous a permis de bien examiner cette problématique-là. On n'a pas évalué les impacts de la colonisation, du racisme, comme je le mentionnais tantôt, ni les besoins spécifiques que ces étudiants-là peuvent avoir. Donc ça, je pense que ça serait vraiment important. Comme je le mentionnais tantôt, est-ce qu'on a une sous-estimation? Ça serait à voir. Il y a des biais dans notre façon de collecter les données. Mais en conclusion, ce qu'on peut retenir de cette étude-là, c'est que les personnes étudiantes autochtones subissent elles aussi de la violence sexuelle en milieu universitaire. Il y a une proportion de ces étudiants-là qui arrivent à l'université avec un lourd bagage de souffrance, donc il faut tenir compte pour mettre peut-être en place, mieux comprendre leurs besoins et mettre en place des politiques et des services qui répondent à leurs besoins. Et j'aborde vraiment brièvement la sécurisation culturelle, qui est une approche vraiment importante. Là. De plus en plus, il y a des formations là-dessus. Ceux que ça intéresse, je vous invite là, à aller vous faire former là-dessus parce que c'est vraiment une approche qui est importante pour que les intervenants qui sont souvent non autochtones puissent offrir des services, offrir une réponse sociale qui est adéquate, qui n'est pas juste de reconnaître là, ou connaître les peuples autochtones, mais vraiment mieux respecter, comprendre les valeurs culturelles, puis reconnaître que ça peut varier de notre culture, de notre façon de faire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important là, à tenir en compte. Donc, ça, c'est l'article qui a été publié, là, qui résume, ben pas qui résume, mais moi, j'ai fait un résumé aujourd'hui, mais qui parle plus longuement de tous ces résultats-là et de ce contexte-là. Et ben, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi si vous avez des questions. C'est ce qui termine pour moi. Merci tout le monde.